Carte du monde officielle de l'ONU, le Maroc remis à sa place. C'est ce qu'on appelle remettre quelqu'un à sa place. L'ONU vient de procéder à la mise à jour annuelle de la carte politique officielle du monde, confinant le Maroc dans ses seules frontières reconnues, ce qui constitue la réaffirmation que le Sahara occidental ne fait pas partie intégrante du royaume. Et pour enfoncer le clou, la ville de Laayoune est présentée comme la capitale du territoire que le Maroc occupe et revendique depuis le milieu des années 1970. La carte de l'ONU devrait faire grincer des dents du côté du Maroc, où une couleur ou même un simple trait sur une carte donne habituellement lieu à toutes sortes de gesticulations. En novembre dernier, à l'occasion de la tenue du sommet arabe d'Alger, le ministre des Affaires étrangères marocain, Nasser Bourita, avait prétexté la diffusion par la chaîne de télévision algérienne Al-24 d'une carte du monde arabe pour tenter de provoquer un incident diplomatique et parasiter le sommet auquel le roi Mohamed VI n'a pas pris part. Sur la carte, le Sahara occidental était représenté avec ses couleurs, distinctes de celles du Maroc. Le 12 décembre 2020, soit 2 jours après l'annonce par le président Donald Trump de la reconnaissance de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental, les États-Unis ont adopté officiellement une nouvelle carte du royaume, incluant les territoires sahraouis. La carte a été présentée solennellement par l'ambassadeur des États-Unis au Maroc, David Fisher, au roi Mohamed VI, dont il a salué la sagesse et la clairvoyance d'avoir reconnu Israël. En novembre de la même année, un accord a été conclu sous l'égide de Donald Trump dont le mandat se terminait, prévoyant la normalisation des relations du Maroc avec Israël. Les accords de normalisation ont été signés le 22 décembre 2020. L'ONU confine le Maroc dans ses véritables frontières. Cette carte était à peu près tout ce qu'a récolté le Maroc de l'annonce américaine, puisque le successeur de Donald Trump, le président Joe Biden a adopté une position timorée vis-à-vis de la reconnaissance de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. Les États-Unis refusent toujours d'ouvrir un consulat à Dakhla, comme les presse le Maroc, et ont repris dans leur communication officielle, notamment à travers les déclarations du secrétaire d'État Anthony Blinken, leur rhétorique d'avant les accords de 2020, appelant à une solution juste et équitable du conflit du Sahara occidental sous l'égide des Nations Unies. La mise à jour de la carte du monde distinguant nettement le Sahara occidental du Maroc est conforme à la vision de l'ONU, qui considère le conflit sahraoui comme une question de décolonisation, et à ses résolutions pertinentes qui préconisent une solution qui garantisse le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination. Le Sahara occidental est classé par l'ONU sur sa liste des territoires non autonomes depuis 1963. La symbolique de la carte n'est pas seulement utilisée par la propagande marocaine pour imposer le fait accompli au Sahara occidental, mais aussi pour exprimer les visées expansionnistes du royaume sur les territoires de ses voisins. La carte du Grand Maroc, incluant, outre le Sahara occidental, des parties de l'Algérie, de la Mauritanie et du Mali, est régulièrement diffusée par les milieux encore adeptes de la vision chimérique de Halal El-Fassi, dirigeant du parti Istiklal, dans les années 1950. Tout récemment, début mars, le journal Maroc Hebdo a publié une carte du Maroc incluant une grande partie du Sahara algérien, de Béchar à Tindouf et jusqu'à Adrar à l'est. Parmi les réactions suscitées en Algérie, celle du chef d'état-major de l'ANP, le général d'armée Saïd Changria, qui a estimé, dans un discours très ferme, que les provocations marocaines à l'égard de l'Algérie ont atteint un seuil intolérable. Des enfants marocains confiés à des familles chrétiennes ou homosexuelles en Suède. En Europe, de nombreux étrangers se retrouvent dans des situations compliquées devant les services sociaux. Les règles de l'éducation y sont strictes et les parents ne peuvent en aucun cas maltraiter leur progéniture. Certaines pratiques banales dans certains pays du tiers-monde sont proscrites en Europe. Ainsi, des parents se retrouvent privés de leurs enfants par les services sociaux. C'est le cas d'un nombre important d'enfants marocains en Suède. Comme tous les enfants en Suède, les enfants de migrants sont protégés par les autorités. Cependant, quand les services sociaux interviennent pour récupérer les enfants de Marocains, l'affaire devient politique. Ces interventions sont instrumentalisées notamment par les partis islamistes. Des enfants musulmans confiés à des familles chrétiennes ou homosexuelles. Au Maroc, le député islamiste Abdel Abouanou, du Parti de la Justice et du Développement à la Chambre des représentants, a interrogé Nasser Bourita sur la souffrance de la diaspora marocaine en Suède face à la discrimination et à l'enlèvement de leurs enfants pour les placer dans des familles d'accueil chrétiennes ou homosexuelles. Cet élu a donc affirmé que quelques dizaines de familles marocaines s'étaient vues retirer la garde de leurs enfants, selon des estimations non officielles.
Le député qui n'a pas mentionné les motifs du retrait de la garde des enfants n'a cependant présenté aucune statistique ni témoignage des familles. Une accusation grave à laquelle le ministre marocain des Affaires étrangères a répondu en affirmant que seuls 2 enfants d'origine marocaine ont été retirés à leur famille par les services sociaux suédois avant d'être placés dans des familles d'accueil. Nasser Bourita a également assuré que son département suit avec grand intérêt cette affaire par l'intermédiaire de l'ambassade marocaine en Suède. Il a indiqué que la représentation marocaine a contacté les 2 familles concernées, ainsi que leurs proches au Maroc, afin de suivre de près ces 2 cas. Le ministre conclut qu'à la suite de son enquête, il s'avère que ce phénomène s'explique par la non-assimilation des lois du pays par un nombre considérable de nouveaux arrivés en Suède. Il faut souligner que la question du député fait suite aux accusations des associations musulmanes en Suède. Des accusations rejetées par les autorités suédoises et également plusieurs diplomates de pays musulmans concernés par cette affaire. Jamel Belmadi refuse d'affronter un géant mondial pour une raison lunaire. Avec la double victoire de l'équipe d'Algérie contre le Niger lors de la dernière trêve internationale, les Fennecs sont d'office qualifiés pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Cependant, il reste 2 matchs de qualification à jouer contre la Tanzanie et l'Ouganda, en plus de matchs amicaux. Belmadi en refuse d'ailleurs un contre un géant mondial pour une drôle de raison. Le président de la FAF Djaïd Zefizef ne compte pas laisser Riyad Mahrez et ses coéquipiers se tourner les pouces avant la Coupe d'Afrique ivoirienne. En effet, le boss du football en Algérie compte bien organiser de nombreuses rencontres amicales pour permettre au coach Belmadi de peaufiner son groupe en vue des défis qui l'attendent. Les dernières rumeurs évoquent un match contre le Sénégal, 18e au classement FIFA et champion d'Afrique en titre. Une proposition qui ne semble pas enchanter le technicien d'El Khadra, qui compte passer son tour. Pour cause, les Lions de la Teranga veulent organiser la confrontation à Dakar, capitale du Sénégal, chose que refuse Belmadi. En effet, le coach trouve que parcourir 3 pays lors de la prochaine date FIFA en un laps de temps très réduit n'arrange pas ses affaires. Quoi qu'il en soit, nous en saurons plus dans les prochaines semaines.